Investissement financier sans risque et haut rendement. Vous croyez vraiment que les deux vont ensemble ? 80% des investisseurs font seulement confiance à leur instinct pour leurs investissements. C'est ce que montre une étude datée de mars 2021, publiée par la Financial Conduct Authority, l'équivalent britannique de notre autorité des marchés financiers. En plus, sur les 500 investisseurs interrogés, 400 investissaient au feeling en prenant de très gros risques. Bon, et vous ? Soyons clairs, si vous investissez, c'est pour gagner de l'argent. Que ce soit pour vous créer une rente ou un complément de salaire, qu'importe. Vous cherchez à obtenir un rendement ou un gain, et évidemment le plus haut possible. Car sinon, votre vie financière ne s'améliorera pas. Oui, mais voilà, en investissant, vous risquez de perdre votre argent. Parce que des risques, il y en a plein. Pour ma part, je considère qu'il existe 6 grands types de risques en investissement et que chacun d'entre eux peut être réduit, diminué, voire même éradiqué, si l'on s'y prend bien. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon acolyte le Cube... Le Cube, c'est moi, le petit écran dans votre propre écran. On va parler aujourd'hui d'un élément fondamental en investissement. La notion de risque et sa gestion dans votre stratégie. Nous allons voir ce que le terme implique, puis nous établirons une liste des types de risques existants. Évidemment, nous verrons aussi comment faire pour diminuer chacun d'eux. Et puis, en fin de vidéo, je vous proposerai une checklist permettant de cadrer les risques de vos investissements. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner. Les épisodes de 1, 2, 3 Richesses suivent une gradation dans les sujets abordés. Donc en vous abonnant et en activant les notifications, vous n'en manquerez pas un seul. Et vous soutenez aussi la chaîne, ce qui n'est pas rien. Ah, la fameuse mention « Investir comporte des risques » que l'on retrouve dans le discours de tous les conseillers financiers et dans toutes les brochures vantant les mérites de tel ou tel placement. À force de l'asséner tout le temps, de la servir à toutes les sauces, eh bien, on finit par en perdre le sens. Mais c'est quand même vrai qu'investir comporte des risques. Bien sûr que c'est vrai. Mais le plus important n'est pas de savoir qu'il y a des risques, mais bien d'avoir conscience du type de risque que l'on prend pour pouvoir établir une réponse ou une stratégie adaptée. Et pour ça, il faut d'abord comprendre ce qu'implique la notion de risque lorsqu'on investit. D'abord, tout, absolument tout dans la vie présente un certain degré de risque. En fait, la vie elle-même est risquée, et ça on l'oublie trop souvent. Ce que l'on cherche en réalité, c'est la sécurité. D'ailleurs, si on investit, c'est en général parce qu'on cherche une forme de sécurité financière. Mais la notion de sécurité est elle-même relative, car elle dépend de l'expérience et de la perception de chaque individu. Par exemple, un grimpeur aguerri se sent tout à fait en sécurité, suspendu par le bout des doigts à 30 mètres du sol, parce qu'il est assuré par une corde pas plus épaisse que mon pouce. Alors qu'une personne qui n'a jamais fait d'escalade vivra la situation plutôt différemment. Pourtant, le matériel la protège tout autant. Exactement. À partir de là, un risque, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, la possibilité que survienne un événement. C'est également le degré de gravité de cet événement et les conséquences qu'il entraîne, en principe négatives. D'ailleurs, le terme est parfois improprement utilisé, puisqu'on entend souvent parler de risque de gain. Si j'investis bien, je risque de gagner de l'argent. Oh, quelle horreur! Alors que la réelle conséquence, celle que tout investisseur redoute, est la perte en capital. C'est-à-dire le risque de perdre une partie ou la totalité de la somme qu'on a mis sur la table. En d'autres termes, première règle de gestion du risque, si vous n'êtes pas préparé à perdre de l'argent, n'investissez pas. Et notre seconde règle pourrait être, n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Troisièmement, considérez que l'argent investi a été détruit. Psychologiquement, ça vous permettra de prendre plus de recul sur ce que vous faites. Au final, investir, c'est accepter de prendre le risque de voir son investissement partir en fumée. Mais justement, pourquoi il y a des risques en investissement ?
Eh bien, c'est maintenant qu'intervient la question du rendement. On a tous envie d'investir sans prendre aucun risque, tout en ayant les rendements les plus importants possibles. Sauf que rentabilité et risque sont intrinsèquement liés en investissement. D'une part, il n'y a pas de rentabilité sans risque, et d'autre part, plus le risque est important, et plus les gains potentiels le seront également. Pourquoi des gains potentiels ? Eh bien déjà, le gain c'est en quelque sorte la rémunération de la prise de risque. Mais cette rémunération n'est jamais certaine, ou n'atteindra pas forcément le niveau envisagé. Et ça, c'est la deuxième conséquence de la prise de risque, la perte de rendement. Comme si la perte en capital ne suffisait pas. Alors, c'est quoi la perte en rendement ? D'abord, une petite aparté. Même si on emploie souvent les termes de rendement et de rentabilité pour désigner en gros les gains d'un investissement, si on est pointilleux, le rendement est le revenu direct d'un placement, dividendes, intérêts, etc. Alors que la rentabilité, parfois appelée performance, y ajoute la variation de la valeur du capital. Bref, fin de parenthèse. La perte en rendement, c'est tout simplement l'argent que tu ne gagneras pas lorsque tu n'obtiens pas le rendement escompté. Ce n'est pas une perte du capital investi, mais c'est une perte sur tes gains. D'accord. En gagnant moins que prévu, j'ai perdu une partie de mon capital financier potentiel ou futur. C'est ça. Imagine que tu aies choisi un placement ayant une espérance de gain de 10%, mais très risqué. Tu investis 10 000 euros et pour des raisons X ou Y, finalement le rendement est médiocre, seulement 5%. Tu n'as rien perdu sur tes 10 000 euros. Mais en termes de rendement, au lieu d'avoir gagné 1 000 euros, tu en as obtenu seulement 500. Donc, tu as perdu 500 euros de rendement. Donc, les deux grandes conséquences d'une mauvaise gestion du risque sont d'une part le risque de perte permanente du capital investi, mais aussi celui de la perte sur ce que j'aurais pu gagner. Exactement. Et ça, la majorité des investisseurs l'oublient. Pourtant, c'est l'un des éléments qui va faire la différence entre celui qui gagne de l'argent par l'investissement et celui qui gagne beaucoup d'argent en investissant. Bon, jusqu'à présent, ce que nous avons vu, c'est essentiellement les effets de la prise de risque. Or, avant ça, il y a bien évidemment les causes ou les raisons pouvant produire ces conséquences. Mais au final, il n'y a que deux effets possibles, donc j'imagine que c'est sur les éléments amont qu'on va pouvoir jouer. Tout à fait. Et si la notion est si floue, c'est justement parce que tous ceux qui parlent du risque, notamment sur Internet, confondent les deux. Et quelque part, c'est un peu normal, car dans le monde de l'investissement, on emploie le terme de risque pour désigner à la fois les conséquences, mais également la gestion du risque. C'est-à-dire l'identification et l'évaluation des effets possibles pour adapter la stratégie d'investissement. Oui, parce que les possibilités de gain ou de perte sont influencées par tout un tas de facteurs. Pour ma part, j'identifie 6 grands types de facteurs, qu'on appelle également risques, d'où l'amalgame, pouvant produire une perte en capital ou une perte en rendement. Alors, attention, ici on reste dans l'investissement au sens large, c'est-à-dire valable pour tous les domaines d'investissement et toutes les classes d'actifs. Vous pourrez trouver des grilles différentes ou plus spécifiques à tel ou tel type d'investissement, donc ne vous étonnez pas de voir d'autres classifications ailleurs. Commençons par le facteur le plus général, le risque d'incertitude. Personnellement, je le divise en 2 axes, la faiblesse d'information et l'impossibilité de contrôler certains éléments. La faiblesse d'information est liée à la connaissance qu'on peut avoir d'un domaine ? C'est ça. Et moins on a d'informations, plus il est difficile d'évaluer les dangers d'un investissement. Par exemple, si tu veux investir dans le Bitcoin mais que tu n'y connais rien, tu risques de faire des erreurs à tous les niveaux et donc aboutir à une perte en rendement et en capital. C'est le cas des actifs exotiques. Pour y investir, il faut avoir un bon bagage de connaissances spécifiques au domaine d'investissement lui-même. Exactement. C'est pour cette raison que la formation a une telle importance. Pour pallier le risque d'information, il faut se former en permanence. Et même si on suit les stratégies ou les conseils de quelqu'un d'autre. Oui, parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait, on augmente la part d'incertitude du résultat. Je n'aurais pas dit mieux. Ensuite,
il y a les éléments incertains par essence. Par exemple, si tu dois traverser une grande ville en voiture pour un rendez-vous, la part d'information est le fait de savoir qu'il y a des feux rouges sur le trajet, et la part d'incertitude totale est l'état des feux, rouge ou vert, au moment où tu y arrives. Donc, on peut avoir une stratégie qui tient compte de ça en évaluant un temps de trajet en se prenant tous les feux rouges. Effectivement. L'idée est de minimiser au maximum la part d'incertitude pour qu'elle ait une très faible influence sur le résultat. Pour ça, mieux vaut comprendre les mécanismes des systèmes que l'on utilise. Et c'est pour ça que cette chaîne existe. Le risque conjoncturel se rapproche en partie du risque d'incertitude, car il comprend des facteurs que l'on ne peut que difficilement contrôler. Il est lié à l'environnement macroéconomique, mais également à la conjoncture politique ou sociale. En fait, le risque conjoncturel est lié à l'actualité, en quelque sorte. En quelque sorte, oui, car certains éléments sont inattendus, comme une pandémie qui stoppe une grosse partie de l'activité économique. Mais d'autres sont anticipables, si tu analyses un peu la situation. Par exemple ? Eh bien, par exemple, lorsque tu sais que l'inflation n'est pas la hausse des prix, mais un phénomène d'expansion ou d'augmentation de la masse monétaire, tu peux facilement imaginer que l'utilisation massive de la planche à billets pour régler des crises, sanitaires ou pas, entraîne forcément un risque d'inflation. Mais du coup, que peut-on faire pour pallier au risque conjoncturel ? D'abord, se tenir informé de l'actualité, ne serait-ce que dans les domaines sur lesquels tu investis. Et lorsque je dis s'informer, cela implique de ne pas se contenter des médias traditionnels, mais de fouiller un peu pour comprendre les processus et ce qu'ils impliquent. Mais pour les investissements qu'on réalise ? Ici, c'est la décorrélation des actifs entre eux qui est la clé. En gros, lorsque vous investissez sur un type d'actif, le mieux est d'essayer d'investir dans un autre actif qui ne lui est pas directement lié. De cette façon, en cas de chute de l'un, l'autre n'est pas touché. Le risque de contrepartie est tout simplement le fait qu'une autre partie, liée à votre investissement, ne puisse remplir ses obligations. On l'appelle parfois risque de crédit, mais je trouve cela un peu restrictif. Comment cela ? Eh bien, le risque de crédit est, plus spécifiquement, le risque que la société, l'État, le pays ou même un individu ne puisse répondre à ses obligations de paiement. Par exemple, en bourse, si tu as des titres obligataires, c'est le fait que la dette liée à ces titres ne puisse être remboursée. Mais c'est également l'entreprise qui, en private equity, fait faillite, ou le locataire de ton investissement immobilier qui ne peut plus régler ses loyers. Mais en quoi dire contrepartie au lieu de crédit est moins restrictif ? Tout simplement parce que ça permet de tenir compte des risques, t'empêchant de réaliser ton investissement. Par exemple, en immobilier, le fait qu'avant la signature du contrat, le propriétaire du bien que tu souhaites acquérir décide finalement de ne pas vendre. Ah oui, du coup, le risque de contrepartie, ça englobe tous les risques liés aux autres. Et pour s'en prémunir ? Alors, bien évidemment, il y a d'abord le fait de t'informer en amont et éplucher les dossiers de chaque actif sur lesquels tu investis. C'est la base. Mais le mieux, c'est de voir si l'investissement permet de mettre en opposition au risque de contrepartie ce que l'on appelle une garantie. Et c'est quoi ça ? Eh bien, cela peut être la buyback guarantee en prêt peer-to-peer, une assurance spécifique en cas de non-remboursement de la part de l'emprunteur. La signature rapide d'un compromis de vente pour l'immobilier, des stablecoins dans le monde crypto, l'assurance garantie des loyers impayés ou la garantie des dépôts pour le cash de ton compte en banque. Tu vois, il y a plein de possibilités. La garantie va donc dépendre de l'actif lui-même. Oui, c'est une forme de collectivisation du risque. Un autre type de protection, un peu plus complexe, est le collatéral. Alors, globalement, un collatéral est un ensemble d'actifs, de titres ou de liquidités qui est remis en garantie par le débiteur au créditeur pour couvrir le risque de crédit. Donc, en cas de défaillance du débiteur, le créditeur a le droit de conserver les actifs remis en collatéral pour se dédommager. C'est un peu la caution lors de la location d'un logement, quoi. Oui, on peut dire ça. Dans tous les cas, lors d'un investissement, vérifiez bien les possibilités de garantie ou de collatéral qui peuvent être mises en place pour couvrir l'ensemble des risques de contrepartie,
s'ils existent. La valeur d'un investissement est toujours susceptible de connaître des variations durant sa détention. La fluctuation plus ou moins importante et plus ou moins violente de la valeur de l'actif est appelée la volatilité. Comme le cours de la bourse, quoi. Les cours de bourse sont la représentation parfaite de la volatilité. C'est l'un des risques les plus visibles, mais pourtant qui me semble le moins important, du moins pour des investissements à long terme. Pourquoi ça ? D'abord parce que la volatilité fait partie de la vie d'un actif, quel qu'il soit. C'est ce qui le rapproche le plus du vivant finalement. Il y a des actifs qui sont très stables, comme l'or, Ou la tortue. puis d'autres qui connaissent de nombreuses fluctuations très violentes, comme les cryptoactifs. Ou les hamsters. Ensuite, mais ce n'est que mon avis, parce que la volatilité représente en réalité un risque fictif. Et oui, après tout, même si le cours de l'actif varie, le nombre d'actifs que l'on détient, lui, ne change pas. Au final, la question de la volatilité n'entre en jeu que lorsqu'on se rapproche du moment où l'on va vendre cet actif. Dans tous les cas, afin de se couvrir du risque de volatilité, le mieux est 1. D'acheter toujours au plus bas, 2. De diversifier au maximum les actifs que l'on possède en mixant ceux qui sont fortement volatiles avec d'autres beaucoup plus stables. Alors, le concept de liquidité a déjà été expliqué dans une vidéo dédiée. Saison 1, épisode 18. Heureusement que je tiens à jour mes fiches. Mais rapidement, un actif représentant un stock de valeur, la liquidité d'un actif est donc la facilité que l'on a ou pas à transformer de la valeur en argent liquide. Parallèlement, la liquidité d'un marché représente la capacité à acheter ou à vendre rapidement les actifs sans que cela ait d'effet majeur sur les prix. Et cette notion, très souvent délaissée par les investisseurs novices, a un impact important sur la rentabilité des investissements. Donc, allez voir la vidéo en question. Je vous mets le lien en fiche et dans la description. Dans ce cadre, le risque de liquidité est la possible difficulté ou incapacité à acheter ou à vendre l'actif. Par exemple, sur la plateforme d'investissement Brix, si la liquidité acheteuse est forte, la liquidité vendeuse est faible. Il faut donc en tenir compte dans sa stratégie. Et pour s'en prémunir ? Il n'y a pas 36 solutions, s'intéresser au marché de l'actif lui-même. Et pour ça, on va analyser 2 éléments. D'abord, les volumes échangés. Plus ils sont importants et plus le marché est dit liquide. Ensuite, l'écart entre le volume d'achat et celui de vente, ce que l'on appelle un spread. Rien qu'avec ces 2 éléments, on a déjà de très bons indicateurs de la liquidité. Le dernier risque est un petit peu plus difficile à appréhender car il est en quelque sorte indirect. Le risque de change. Le change, c'est lorsqu'on transforme une monnaie en une autre, c'est ça ? Oui, et le taux de change, c'est la valeur d'une monnaie en comparaison avec une autre. On parle d'ailleurs de paire de devises. Si la devise dans laquelle on investit diminue en valeur par rapport à notre devise locale, on reçoit alors un montant inférieur à celui qu'on a utilisé lorsqu'on revient dans notre devise de référence. Mais on a seulement ce risque lorsqu'on investit dans le forex alors ? Eh bien non, on s'expose au risque de change dès qu'on investit dans une devise étrangère. En bourse, lorsque tu achètes des titres américains, tes euros sont convertis en dollars pour réaliser les achats. Tu as donc bien un risque de change. Sur lequel on peut jouer ? Oh oui, et certains le font très bien. Il existe des cas de figure où, en jouant sur les taux de change, tu peux gagner de l'argent en achetant puis en revendant des titres dont le cours n'a pas bougé. Waouh ! Et pour s'en protéger alors ? Alors, en théorie, les devises importantes, dollars, livres sterling, francs suisses, euros ou même yens, sont assez stables les unes par rapport aux autres. Donc pas la peine de s'en préoccuper. Là où il faut faire attention, c'est lorsque les équilibres sont rompus. Dans ce cas de figure, la règle est simple. Achète lorsque la devise cible est sous-évaluée et revend lorsqu'elle est surévaluée. En résumé, le risque est la conséquence possible des décisions prises durant le processus d'investissement. La gestion du risque est l'identification puis l'évaluation amont des risques possibles.
Enfin, la prise de risque, c'est le poids des incertitudes ou des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Et pour chacun de ces éléments, il existe des comportements à adopter pour s'en prémunir. Le plus important est d'abord d'éliminer au maximum les incertitudes. Pour ça, du point de vue global, formez-vous, c'est la base. Ensuite, pour chaque investissement, renseignez-vous sur l'actif, mais également sur la structure qui le détient, le marché. Bref, n'avancez pas dans le brouillard. Et rassurez-vous, sur 1, 2, 3, on a prévu des vidéos sur l'analyse des actifs. Au niveau des conséquences, perte en capital et ou perte en rendement, 3 comportements sont à adopter. 1. Se préparer psychologiquement à perdre de l'argent. 2. N'investir que l'argent dont on n'a pas besoin. 3. Une fois l'investissement réalisé, considérer que le capital investi a été détruit. Ensuite vient la gestion du risque. Là, ce que vous devez faire, c'est identifier le ou les types de risques, évaluer la probabilité qu'ils se réalisent, mettre en place les solutions adaptées pour pallier chacun des risques identifiés. Et surtout, n'oubliez pas que, dans la conjoncture actuelle, gérer les risques, c'est vous préparer au pire tout en espérant le meilleur. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Vous pouvez bien sûr le compléter avec l'article de blog qui lui est lié. En parallèle, je vous invite à proposer vos remarques et questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager, liker pour aider au référencement de nos vidéos. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez continuer votre parcours dans l'univers de l'investissement, eh bien, on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça.